Présente, c'est Dr Kasser. Je vais vous présenter l'introduction au cours d'ophtalmologie, un cours très important, l'anatomie oculaire. Et après mon cours, c'est Dr Merdassi qui va vous présenter le cours de la sémiologie oculaire. Ce sont des cours importants, donc veuillez me suivre s'il vous plaît. Si quelqu'un a une question, il peut juste désactiver son micro et poser la question directement. Masalo les invitations. Donc, c'est quoi l'œil? L'œil, c'est l'organe de la vision. C'est un organe, c'est un petit organe qui a un faible volume de 6,5 cm3. Il pèse environ 7 grammes. Il a la forme d'une sphère d'environ 24 mm de diamètre. Il est complété par une deuxième sphère ou une demi-sphère d'environ 8 mm de rayon, c'est la cornée. Donc, il est situé dans l'orbite, il est constitué du globe oculaire lui-même, qu'on appelle le bulbe, et continué ou relié au cerveau par le nerf optique. Il présente plusieurs constituants. Donc, on a les annexes, le globe en lui-même et les voies optiques. Pour les annexes, on a l'orbite osseuse. Donc, c'est le contenant de l'œil et les muscles oculo-orbitaires ou oculomoteurs, les paupières et la glande lacrymale. Pour la glande lacrymale, donc, on a la glande lacrymale principale et les glandes lacrymales accessoires. Le globe en lui-même est constitué par la conjonctive, la sclère, la cornée et plusieurs autres constituants qu'on va entamer dans ce cours. Puis les voies optiques, le nerf optique, le chiasma optique, les bandelettes et le cortex. Voici un schéma qui illustre bien le globe oculaire, le bulbe. Donc, on a la cornée. Derrière la cornée se trouve la chambre antérieure, puis l'iris. L'iris, c'est le diaphragme irien. Puis, on a le cristallin. Le cristallin relié au corps ciliaire par des onules. Puis, on a la choroïde. On a 3 couches superposées, la rétine en dedans, puis la choroïde, puis la sclère, la coque sclérale. Et on a les muscles oculomoteurs, puis le nerf optique. Commençons par la conjonctive. C'est quoi la conjonctive? C'est une membrane vasculaire, fine, transparente, qui tapisse. Je m'excuse. J'ai les invitations. Donc, c'est quoi la conjonctive? La conjonctive est une membrane fine, la couche la plus superficielle du globe oculaire. On a 2 conjonctives, la conjonctive tarsale et la conjonctive bulbaire. La conjonctive tarsale, elle tapisse la face interne des paupières et la conjonctive pulpaire qui tapisse le globe oculaire en lui-même. Donc, c'est une membrane formée de cellules muqueuses, elle est transparente. Puis, on a la cornée voici la cornée. C'est une coque transparente, c'est une membrane fibreuse, elle est avasculaire et transparente. Elle se présente sous forme d'un hublot, transparent dont le diamètre moyen est de 11,5 mm. Elle a une épaisseur de 1 mm en périphérie et de 0,5 mm au centre. Elle est composée de 5 couches. On a l'épithélium superficiel. Il est en contact direct avec le film lacrymal. Puis, on a la membrane de Bowman, le stroma, la membrane de Descemet et l'endothélium.
Donc, un autre schéma qui explique les composantes de la cornée. Le film lacrymal, il ne fait pas partie de la cornée, mais il est adhérent à la cornée. Puis l'épithélium, la membrane de Bowman, le stroma et la desmate et l'endothélium. Puis on a la sclère ou la coque sclérale, qui est une membrane très solide, très résistante. Elle est opaque, non pas comme la cornée qui est transparente. Elle entoure le globe oculaire. Donc, elle est formée de fibres de collagène et élastique, pauvres en cellules. Donc, elle est le lieu d'insertion des muscles oculomoteurs et le lieu de pénétration des différents vaisseaux et nerfs oculaires. On a la notion de la chambre antérieure, la chambre postérieure et l'angle iridocornéen. C'est quoi la chambre antérieure? C'est la chambre entre ou l'espace entre la face antérieure de l'iris et la face postérieure de la cornée. La chambre postérieure, c'est la face entre la face postérieure de l'iris et la face antérieure du cristallin. La chambre antérieure est remplie de l'humeur aqueuse. C'est quoi l'humeur aqueuse? C'est un liquide transparent qui remplit cet espace de la cornée jusqu'au cristallin. Il est continuellement renouvelable. Donc c'est lui qui maintient avec le vitré le tonus oculaire, qui est un élément très important, dans le maintien de la pression oculaire. Qui est un élément très important dans le maintien de la pression oculaire. Comment il circule l'humeur aqueuse? Il est sécrété par le corps ciliaire, les procès ciliaires. Il va jusqu'à la chambre postérieure, puis il gagne la chambre antérieure par la pupille, puis il se résorbe à travers l'angle iridocornéen par le trabéculum. On a la notion de l'UV. C'est quoi l'UV? C'est les trois constituants, l'iris, le corps ciliaire et la choroïde. Donc, l'UV en lui-même, c'est la membrane intermédiaire du globe oculaire. Pour l'iris, c'est quoi l'iris? C'est la partie antérieure de l'UV. C'est un diaphragme. Il est circulaire. Il est composé par deux muscles, le muscle sphincter irien autour de la pupille et le muscle dilatateur de la pupille. Donc, c'est un diaphragme qui donne la pigmentation à l'œil. Il est pigmenté, donc c'est lui qui donne la couleur à l'œil. Sa contraction le jeu pupillaire, le réflexe pupillaire, c'est essentiellement pour réguler la quantité de la lumière pénétrant dans l'œil. Pour le corps ciliaire, c'est un épaississement de l'UV. Voici le corps ciliaire. Il est situé en couronne. Là, c'est une coupe. Donc, il est situé en couronne derrière l'iris. Voici l'iris. Voici le corps ciliaire. Il est constitué par les procès ciliaires qui assurent la sécrétion de l'humeur aqueuse et le muscle ciliaire qui assure l'accommodation. Sa contraction assure l'accommodation de l'œil. Donc, la choroïde, c'est quoi la choroïde? C'est une couche vasculaire qui tapisse l'intérieur du globe oculaire. Donc, il y a la choroïde gina entre la rétine et la sclère.
Donc, c'est une membrane vasculaire. C'est elle qui assure la nutrition du globe oculaire. Donc, les vaisseaux, on a les vaisseaux, les artères ciliaires et les veines portiqueuses. Pour la rétine, c'est un tissu neuronal très fin qui fait partie du système nerveux central. Il est de 0,1 à 0,5 mm d'épaisseur, organisé en 10 couches. Les trois couches principales, on a les photorécepteurs, la couche des cellules granuleuses et les ganglionnaires. Voici les différentes couches de la rétine. Donc, l'humeur aqueuse, on a déjà parlé. C'est le liquide qui circule dans la chambre antérieure et postérieure. L'angle iridocornéen, donc l'humeur aqueuse est résorbée à travers l'angle iridocornéen dans le trabéculum. L'angle iridocornéen est composé de 4 structures oculaires, la cornée, la sclère en avant et l'iris et le corps ciliaire en arrière. Pour le cristallin, donc c'est une lentille biconvexe convergente. Il présente 2 caractéristiques essentielles. La transparence, donc la perte de la transparence du cristallin, c'est elle qui donne ce qu'on appelle la cataracte, et le pouvoir accommodatif. Pour le corps vitré, c'est un gel. C'est lui qui assure le tonus oculaire, donc c'est lui qui remplit l'œil. Il est entouré d'une fine membrane qu'on appelle la hyaloïde. Elle est presque adhérente à la rétine. Les voies optiques, grosso modo, donc on a le nerf optique en arrière du globe oculaire qui le relie au système nerveux central. Donc on a le chiasma optique, les bandelettes optiques et le cortex. L'orbite osseuse osseuse, par la réunion de plusieurs os. Donc, l'os frontal, l'ethmoïdal, lacrymal, maxillaire, sphénoïdal et zygomatique. Pour les muscles oculomoteurs qui assurent la motilité oculaire, on a 6 muscles principaux. On a 4 muscles droits et 2 muscles obliques. Les muscles droits, le droit supérieur et le droit médial inférieur, sont innervés par le 3, le nerf oculomoteur commun. On a le muscle aussi oblique inférieur qui est innervé aussi par le nerf 3. Le muscle droit externe qui assure l'abduction. Il est innervé par le 6, l'abduction, et le muscle droit ou bien plutôt oblique supérieur, innervé par le nerf 4. Pour les paupières, on a la paupière supérieure, la paupière inférieure, tapissée par la conjonctive, l'angle interne composé par le pli semi-lunaire et la caroncule. La glande lacrymale principale, elle est située en supéro-externe. Les voies lacrymales, on a donc les canalicules lacrymales supérieures et inférieures qui se réunissent pour former le canal lacrymonasal qui se termine dans le nez. Donc, si vous avez bien suivre, vous pouvez juste me répondre sur cette image ou bien me compléter l'image. Le 1. Je vais voir vos commentaires. Est-ce que quelqu'un peut me
décrire l'image ou bien pour peut me compléter le... Oui, c'est l'oblique supérieur, Monsieur Mohamed. Donc, c'est le droit supérieur. 2, c'est quoi? C'est cette couche. C'est la sclère, oui. Yes. Donc, 3, c'est quoi? C'est la couche qui vient juste après la sclère, où elle est la plus superficielle, qu'on la voit. Allez-y. Vous pouvez participer à l'appel si vous voulez. Donc, conjonctive, oui. 4, c'est quoi? 4, c'est les zonules. C'est les zonules qui relient le corps ciliaire au cristallin. Donc, Donc, 5, c'est l'iris. 6, c'est la chambre antérieure. 7, c'est la pupille. 8, c'est la cornée. 9, c'est le cristallin. 10, c'est l'angle iridocornéen. 11, c'est le corps ciliaire. 12, c'est l'ora serrata, la partie la plus antérieure de la rétine. 13, c'est la rétine. 14, c'est la papille. La papille, c'est la partie la plus antérieure du nerf optique. 15, c'est le nerf optique. 17, c'est la macula. La macula est une partie de la rétine. 18, c'est le vitré. Donc, 20, c'est la conjonctive. Je vais laisser la parole à Dr Mardassi pour vous compléter le cours de la sémiologie oculaire. Docteur Mardassi, est-ce que vous êtes là? Oui, docteur Kass, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Je vous laisse la parole. Oui. Docteur Kass, j'aimerais bien que vous arrêtez le partage de l'écran, comme ça je peux partager le mien. Alors, bonjour. Est-ce que vous m'entendez tous ou pas? J'aimerais bien que quelqu'un parmi vous me réponde, d'accord? Comme ça, je peux commencer. Très bien. Merci. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Vous dites oui ou non? Parfait. Donc, bon, Dr Kesha vous a bien présenté le cours de l'anatomie oculaire, donc l'anatomie du globe oculaire. Maintenant, on va entamer avec un chapitre aussi important qui est la sémiologie ophtalmologique. D'accord? Autrement dit, la sémiologie ophtalmologique, ou autrement dit, c'est l'examen clinique en ophtalmologie. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Quelles sont les plaintes du malade et comment procéder à l'examen clinique. D'accord? Alors, chauffe-eau. Dès que vous ne voyez pas l'écran ou bien
Dès que le sang s'interrompt ou quoi que ce soit, quelqu'un parmi vous, il doit activer son micro et me le dire, d'accord? Donc, je vais commencer à l'examen clinique en ophtalmologie. Donc, comme tout examen clinique en médecine générale ou en médecine spécialisée, on commence par l'interrogatoire. L'interrogatoire, c'est le temps capital. Comme vous le savez, il ne faut pas oublier d'interroger le patient sur ses antécédents, sur son état civil, sur ses habitudes toxiques, d'accord? Je ne vais pas trop m'étaler sur ça, d'accord? Parce que ça fait partie de l'interrogatoire général, en médecine générale. Donc, on va surtout se baser sur les trucs spécialisés de l'ophtalmologie. Donc, alors, l'interrogatoire. On va surtout rechercher les principaux signes fonctionnels donc ou les plaintes du patient. D'accord? Donc, sachez qu'il existe plusieurs signes fonctionnels en ophtalmologie. Les plus importants ou bien les plus fréquents sont les trois hadouma li درتهم en premier ou en coloration verte. D'accord? C'est la douleur oculaire, c'est la baisse de l'acuité visuelle et la rougeur oculaire. Je m'excuse. Alors, je m'excuse. Alors, donc, la douleur oculaire. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de douleurs oculaires. Il faut savoir, pardon, les différencier en fonction de leur caractère sémiologique. Qui dit caractère sémiologique, ça veut dire donc l'intensité de la douleur, le type de la douleur. Est-ce que c'est des douleurs intenses? Est-ce que c'est des douleurs profondes? Est-ce que c'est des douleurs modérées? Est-ce que c'est des douleurs sous forme de picotement, sous forme de brûlure, sous forme de sensation de grain ou de sensation de corps étranger? D'accord? Donc, il faut également insister sur le territoire de la douleur. Est-ce que la douleur, elle est irradiante? C'est très important. Les douleurs généralement oculaires sont des douleurs qui irradient dans le territoire du trijumeau 1. اللي هو le nerf ophtalmique. Autrement dit, يحكموا لنا l'œil ويحكموا لنا la région temporale هذه. يمدوا لكم des céphalées temporales. Parfois même le patient قادر يجيكم avec un syndrome digestif, des nausées et des vomissements. D'accord? C'est très important de la signaler. La baisse de l'acuité visuelle. Donc, il faut savoir que l'acuité visuelle, c'est un élément qui est subjectif. C'est le patient qui va vous renseigner sur l'acuité visuelle. Il va vous dire que j'ai une baisse de l'acuité visuelle. Il un flou. D'accord? Donc, cette baisse de l'acuité visuelle, vous précisez, est-ce que c'est une baisse qui est brutale ou bien progressive? Est-ce qu'elle intéresse seulement un seul œil ou bien les deux yeux? Soit c'est une baisse de l'acuité qui intéresse la vision de loin, soit la vision de près, soit les deux. D'accord? On est d'accord sur ça. Deuxièmement, la rougeur oculaire. La rougeur oculaire, on a de la chance d'être un signe objectif. Ça veut dire que le malade dit que j'ai un œil rouge, mais vous pouvez objectiver la rougeur oculaire. D'accord? Et on a plusieurs types de rougeur oculaire que je vais après les citer. L'amputation du champ visuel. Le champ visuel, ou autrement dit le champ de vision, le champ visuel, la notion du champ visuel est une notion plutôt spécialisée. On va vous dire le champ de vision. Je vois plus je vois plus soit c'est un flou, soit c'est carrément un truc qui est noirâtre. D'accord? Je ne vais pas trop m'étaler sur les types donc d'amputation du champ visuel parce que c'est difficile et c'est spécialisé. D'accord? Maintenant, on a d'autres signes également fréquents, disons la photophobie. La photophobie, c'est l'impossibilité de supporter la lumière. Il n'arrive plus à ouvrir ses yeux lorsqu'il y a une lumière. On a également le larmoiement, d'accord, le larmoiement, la sensation de corps étranger. C'est quoi la sensation du corps étranger? Donc, il dit comme si كاين un sable في عيني, comme si حاجة تزغط في عيني. C'est ça. En vrai sens du mot, c'est ça. Le picotement et le prurite. D'accord? Le prurite, c'est le haka. La diplopie. C'est quoi la diplopie? C'est la vision double. D'accord? C'est la vision double des images. Avec deux types de diplopie. La diplopie binoculaire. Chez la diplopie binoculaire, ça veut dire le patient qui chauffe بعينيه في زوج, il va double.
D'accord? Il suffit de fermer un œil pour supprimer cette vision double. Par contre, la diplopie monoculaire, ça veut dire que c'est un seul œil qui voit double. D'accord? Quand il ouvre ses deux yeux, donc il voit le plus normalement. D'accord? La sensation de fatigue visuelle. Donc, il vous dit que je suis fatigué lorsque je fais une concentration. C'est la difficulté de soutenir l'attention ou bien les céphalées, ça veut dire les douleurs, les céphalées surtout susorbitaires. Ça veut dire يقول لك عندي une douleur ici, لهنا فوق العين. D'accord? Et surtout en fin de journée. C'est les signes de fatigue visuelle. Maintenant, les myodésopsies. Les myodésopsies, c'est un signe fonctionnel assez fréquent en pratique ophtalmologique. C'est en sens donc du mou, c'est la sensation de mouche volante ou bien de corps flottant. Le patient يجيك يقول لك نشوف نقطة كحلة قاعدة تدور وكاريمون يقول لك نشوف دبانة comme si دبانة قاعدة تدور وراهي تدور avec les mouvements de l'œil ou les mouvements donc du visage. Quand il fait bouger sa tête ou bien quand il fait bouger son œil, il voit la mouche volante. هذوما j'ai écrit comme vous voyez حطيت égale vitrée. وش معناها quand on voit ces signes, c'est plutôt en faveur d'une atteinte vitrienne, du corps vitré. D'accord? Maintenant, on a les phosphènes et les photopsies. C'est quoi les phosphènes et les photopsies? C'est la sensation d'éclat lumineux. D'accord? C'est des sensations comme si je faisais le braque, comme si je faisais le signal. D'accord? J'insiste sur les termes en arabe, parce que le malade ne va pas vous dire je viens pour des phosphènes ou bien des photopsies. D'accord? C'est rare. Ou bien, c'est les métamorphopsies. C'est quoi les métamorphopsies? C'est la sensation d'images déformées ou bien de lignes droites qui apparaissent ondulées. D'accord? Au lieu de voir une ligne toute droite, il va voir des ondulations. D'accord? Et on a ce qu'on appelle les scotums. Les scotums, c'est quoi? C'est comme si c'est une tache, soit elle est floue, soit elle est noirâtre. D'accord? Les signes, les 3 ou les 4 signes que je viens de citer sont plutôt en faveur d'une atteinte rétinienne. Ça veut dire quand on voit ces signes, on doit faire très attention à l'examen de la rétine. Donc, soit son pôle postérieur, ça veut dire la partie centrale de la rétine, ou là, la périphérie rétinienne. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai fait ces 4 illustrations pour un petit peu vous expliquer ce que le malade va voir. Ce que vous voyez là, c'est une amputation du champ visuel. D'accord? C'est une amputation du champ visuel. Comme vous savez, vous voyez ici le palais, mais ici, il y a une partie qui est manquante. Il chauffe carrément noirâtre. Donc, c'est une amputation du champ visuel. D'accord? L'image en bas, c'est la sensation de mouche volante, les corps flottants. Les corps flottants, généralement, soit c'est une hémorragie du vitré, soit c'est une dégénérescence vitrienne. C'est des petits accumulations dans le corps vitré. Les le champ de vision du patient, il va les voir. D'accord? Vous voyez ici les métamorphopsies. Donc, au lieu de voir une ligne toute droite, on va voir une ligne qui est ondulée. À demain, c'est les métamorphopsies. Ça témoigne surtout d'une atteinte maculaire, rétinienne maculaire. Là, c'est le scotum. Donc, vous voyez également un scotum. وهذا l'examen يسمى la grille d'Amsler. La grille d'Amsler هذه اللي تعلمنا نشوفوا les signes maculaires, le syndrome maculaire, les filles, les métamorphopsies, les scotums, les micropsies également. Les micropsies, c'est quoi? C'est la sensation d'une petite taille dans les images. Au lieu de voir une image qui mesure 4 cm, on la voit à 2 cm. Et là, vous voyez une diplopie, c'est la vision double des images. Je passe maintenant à l'examen physique, l'examen ophtalmologique proprement dit. Donc, comme tout examen, on va commencer par l'inspection. L'inspection, c'est un temps capital, même en ophtalmologie. Il faut savoir observer la symétrie des orbites. Est-ce que les orbites sont symétriques ou pas? La symétrie des globes oculaires et de même la morphologie crânio-faciale. Parce qu'il existe donc des malformations qui vous donnent par exemple une sensation de strabisme, que le patient a un strabisme ou autre chose, d'accord? Il faut rechercher également une exophthalmie. L'exophthalmie, elle est très importante. Et ses caractères sémiologiques, est-ce qu'elle est unilatérale, bilatérale, axiale, non axiale? Est-ce qu'elle est symétrique, asymétrique, d'accord? Associée à des signes inflammatoires ou pas?
D'accord? Il faut rechercher également les troubles statiques et dynamiques des paupières. Ce que vous voyez, les paupières, d'accord? Est-ce qu'il y a un ptosis? La ptosis, c'est la chute de la paupière supérieure. Est-ce qu'il y a une rétraction palpébrale? C'est l'inverse. Donc, la paupière, elle va se rétracter, soit la supérieure, soit l'inférieure. Est-ce qu'il existe des problèmes de la dynamique? Qui dit statique, c'est ce qu'on voit lorsque le patient, il bouge pas. Maintenant, quand on dit dynamique, c'est lorsqu'on a des mouvements palpébraux, d'accord? Donc, c'est le blépharospasme. Le blépharospasme, c'est le malade qui n'arrive pas, des contractions très sévères. Donc, le malade ne peut pas les carino facilement, d'accord? Soit c'est la lagophthalmie. La lagophthalmie, c'est quoi? Ça, on a généralement qui a une paralysie faciale. C'est une malocclusion des deux yeux. Au lieu que les deux yeux étreflent normal, un œil étrefle normal est pas ouvert, généralement associé avec d'autres signes. D'accord? L'oculomotricité également, c'est un élément qu'on va rechercher lors de l'inspection. On a plusieurs mouvements ou plusieurs directions du regard. Dr Kess vous a nommé les différents muscles responsables de l'oculomotricité de l'œil, qui m'a dit qu'il y a 4 droits, sup, inf, médial et latéral, ou on a 2 obliques, un supérieur et un inférieur. Donc, chacun de ces muscles a une fonction principale. Un élévateur, un abaisseur, un adducteur, un abducteur, d'accord? Où chacun est énervé par un nerf, d'accord? Donc, il faut insister sur les 9 directions. Ce que vous voyez là, c'est la position primaire. C'est la position, c'est le regard droit, d'accord? Vers le haut, vers le bas, en haut et en abduction, vers la droite, en haut et abduction vers la gauche, en abduction, en adduction, en abduction et en bas vers la droite, en abduction et en bas vers la gauche. C'est très important. Parce qu'il y a les strabismes, d'accord? Il y a les paralysies oculomotrices, d'accord? C'est des pathologies qui vont affecter l'oculomotricité de l'œil, d'accord? J'insiste surtout sur le strabisme et les paralysies oculomotrices, d'accord? Maintenant, l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, il faut savoir pourquoi je cite les éléments, parce que c'est des éléments que vous devez reconnaître et que vous devez rechercher même en tant que généraliste ou praticien dans une autre spécialité. D'accord? Une lampe passante pour les objectiver. D'accord? L'oculomotricité technique, l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, alors là, c'est, comment dirais-je, l'élément le plus important dans l'examen ophtalmologique interne. Il faut savoir que l'acuité visuelle, elle doit se pratiquer de loin et de près. De loin, c'est les échelles de loin. On a plusieurs échelles. C'est l'échelle de Monnoyer. Monnoyer. C'est une échelle décimale. Ça veut dire 1 sur 10 jusqu'à 10 sur 10. D'accord? Ou même les échelles qui sont تحت 1 sur 10. C'est surtout compter les doigts. CLD, CLD, ça veut dire compter les doigts. Il compte les doigts à une distance de 3 mètres. Il compte les doigts à une distance de 2 mètres, etc. On a la VLMB, c'est il voit la main bouger. معناها ما يقدرش يشوف غير اللي تتحرك قدامه. وعندنا les perceptions lumineuses, ça veut dire ما يقدر يشوف والو sauf la lumière. C'est la perception lumineuse positive qui ما يشوفش خلا aucune source lumineuse, c'est la perception lumineuse négative. D'accord? Qu'il y a l'échelle de Monnoyer, qu'il y a l'échelle de Snellen, qu'il y a les anneaux de Landolt, qu'il y a plusieurs. Mais la plus utilisée, l'échelle de Monnoyer. D'accord? Ou de près, c'est le Parino, اسمه Parino. عندنا من le P20 ولا ça dépend l'échelle, qu'il y a le P20 ولا من le P14 le P2. La meilleure acuité visuelle, c'est la P2, le Parino 2. معناها يقدر يقرأ لك هادو les caractères les plus petits. D'accord? Donc, l'acuité visuelle نديروها de loin et de près. راكم تشوفوا لهنا أي هزة une échelle de Parino à une distance de 33 cm. لهنا, c'est l'échelle de Monnoyer. لهنا, normalement, une distance au moins de 5 mètres pour bien apprécier l'acuité. Ou ديما نديروها sans correction et avec correction. Ça veut dire que le malade ما عندوش des lunettes, نديرولو seulement sans correction. Mais si le malade, il porte sa correction, نديرولو sans correction, ça veut dire sans lunettes et avec lunettes. C'est très important pour objectiver la baisse de l'acuité visuelle.
Maintenant, l'examen à la lampe à fente. La lampe à fente, c'est l'appareil principal que qu'utilise l'ophtalmo. Ça veut dire un ophtalmologiste, il doit obligatoirement examiner son malade à la lampe à fente. Comme vous voyez, vous avez la mentonnière, vous avez un serre-tête, vous avez les oculaires et vous avez ici un système d'éclairage avec donc comment dirais-je le monitoring. Donc on peut mobiliser la lampe à fente sur son support, à droite, à gauche, en haut et en bas avec les différents grossissements. Généralement ici. Et ce que vous voyez en noir, c'est le tonomètre de Goldman, le tonus oculaire. Donc, le segment antérieur, comme vous voyez, le médecin, il est là, le patient, il doit mettre son menton et son front sur le serre-tête, d'accord? Et là, on va faire l'examen avec un éclairage. On va surtout examiner les annexes. Les annexes, surtout la paupière, les glandes, qui me c'est les glandes de mébomus. On va examiner également la conjonctive, la conjonctive, d'accord? Et on va faire, bien sûr, étape par étape, donc l'examen clinique proprement dit. Donc, ce que vous voyez, elle est une lampe à fente parce que dire la fente, c'est quoi la fente? C'est un angle. Elle est un angle parce que quand on directement l'éclairage interne, comme l'œil, c'est une structure, il y a plusieurs structures superposées, on ne va pas faire vraiment un bon examen. La fente, elle va nous permettre de voir latéralement. Donc, on va voir les structures bien organisées. Donc, ce que vous voyez là, c'est la fente. Donc, la fente est la cornée. Le noir que vous voyez là, c'est l'humeur aqueuse. Et puis, ce que vous voyez là, c'est la pupille. Donc, qui dit la pupille, ça veut dire c'est le cristallin. Comme vous voyez, le cristallin avec sa capsule antérieure, sa capsule postérieure et le noyau. Et plus qu'on avance, comme l'iris donc ce que vous voyez entre cornée et iris, c'est qui l'humeur aqueuse. Où la pupille, elle est dilatée contenant le cristallin. Le cristallin. Plus qu'on avance, la lampe, on va voir ce qui est derrière, à savoir le vitré, la rétine et la papille, la macula. D'accord? Donc, j'insiste sur ça. Donc, c'est des différentes images qui vous montrent. Donc, il y en a plusieurs signes. D'accord? Ce que vous voyez là, c'est une hyperémie conjonctivale. C'est une rougeur qui est diffuse. Elle intéresse tout l'œil. D'accord? C'est l'hyperémie, elle est diffuse. Ce que vous voyez là, par exemple, vous voyez qu'il existe une hyperémie diffuse, mais ici, vous voyez qu'il existe un anneau tout rouge, plus rouge que l'hyperémie diffuse. Le cercle périkératique. Le cercle périkératique. Cercle, ça veut dire circulaire. Péri, ça veut dire tout autour. Kératique, c'est par rapport à la cornée. أي حاجة تبع la cornée, نقولوا لها kératite ou kératique ou etc. Qui نلقاو le cercle périkératique, معناها il y a un problème sérieux dans le segment antérieur. Par exemple, une kératite infectieuse ou traumatique, qu'il y a un traumatisme, qu'il y a un corps étranger, qu'il y a une uvite, d'accord? C'est un signe qui va nous orienter vers la sévérité de l'atteinte du segment antérieur, d'accord? Ici, vous voyez le gonflement. Donc, quand il y a une hyperémie conjonctivale, vous voyez un gonflement. Le gonflement est le chymosis. Le chymosis, tous les flictins de la peau, c'est pratiquement la même chose. Quand il y a une chose qui décolle la conjonctive, d'accord? Comme tu vois là. la lampe à fente, une fente. عندكم la cornée, عندكم هاو لي غيس هنا وما بيناتهم la chambre antérieure, la pupille, qui نجيبوا la fente هنا, on va voir le cristallin. Ce que vous voyez ici, donc il y a un chymosis, ou ce que vous voyez là, le liquide orangé, verdâtre, c'est la fluorescéine. La fluorescéine, c'est un colorant vital, surtout pour mettre en évidence les pertes de substances là, ou les atteintes, les ulcères, les plaies cornéennes de la cornée, on l'utilise également pour mesurer le tonus oculaire. Alors, un geste très important, c'est l'éversion de la paupière supérieure. L'éversion de la paupière supérieure, c'est un geste capital. Elle a inversé la paupière supérieure, surtout
pour rechercher des corps étrangers, parce que les corps étrangers, يقدروا يدخلون تحت la paupière supérieure ou يلصقوا تحتها, d'accord? Pour rechercher également d'autres donc signes, notamment les papilles, les follicules et tout ça. وهذوما on va les voir في le TD, t'as les iconographies. Je vais vous présenter moi-même le TD et je vais vous expliquer la différence entre chaque élément, d'accord? Alors, ce que vous voyez là, c'est la cornée. Très bien. La cornée, qui m'a permis comme ça, la cornée, c'est une couche transparente, elle est superficielle. Donc, la cornée, normalement, est transparente. Et la cornée, l'une de ces couches, donc elle va nous donner un signe particulier. Comme vous voyez là, c'est une opacité cornéenne. La cornée, elle n'est plus transparente. Ça peut être un abcès. Ça peut être. Donc ici également, vous voyez qu'il dit la cornée, elle est trouble. Probablement, c'est un abcès. Comme vous voyez l'hyperémie ou vous voyez le cercle périkératique. Il y a un vrai problème avec la cornée. Vous voyez là, une kératite, c'est un ulcère. Comme tu vois en vert, elle est en vert parce que colorina la fluo, où on a utilisé la lumière bleue pour mettre en évidence la fluorescence. Là, c'est un ulcère dendritique, les dendrites, probablement en rapport avec un herpès. Et ce que vous voyez là, c'est les précipités rétrocornéens. La couche endothéliale de la cornée, où témoigne surtout de l'inflammation. D'accord? Là, probablement, c'est une uvéite. C'est des PRC de taille moyenne. On peut dire que c'est des fins à taille moyenne. Alors, là, c'est la chambre antérieure. J'insiste sur une chambre qui est de profondeur normale. D'accord? Ah, ou l'iris, non? La fente de la cornée ou la fente de l'iris. C'est la chambre antérieure. Elle est optiquement vide. Les la profondeur ou le contenu. C'est très important. La profondeur, comme vous voyez sur cette image, c'est une profondeur qui est normale. Mais ce que vous voyez là, c'est une profondeur anormale. C'est des chambres étroites. D'accord? Là, c'est des chambres étroites. Là, pratiquement, la chambre, elle est athalamique. Quand on dit athalamique, pratiquement, mais une chambre carrément. L'iris presque la cornée. Et là, elle est hypothalamique. Ça veut dire qu'il y a une petite profondeur. D'accord? Les différentes profondeurs, les قدر تلقاوهم. قادرين في des situations pathologiques, par exemple la plaie sclérale, تلقاو une profondeur très importante. La chambre, elle est très, très profonde. D'accord? Donc, la profondeur de la chambre. Donc, le contenu de la chambre, c'est très important à savoir. La chambre qui m'a dit comme normalement, elle est optiquement vide. Normalement, tu as noirâtre, carrément. Quand elle a un contenu dans la chambre, ça veut dire que c'est anormal. Ce que vous voyez là, par exemple, c'est un hypopion. C'est du pus. C'est du pus. C'est tellement les précipités inflammatoires et purulents, déroulent un précipité, c'est hypopion. Hypopion avec un HY. D'accord? Là, ce que vous voyez, comme tu vois, c'est un abcès cornéen. Il est central avec un hypopion. D'accord? Là, par contre, c'est une coloration rouge. Alors, c'est quoi la rougeur de la chambre? C'est du sang. C'est l'hyphéma. D'accord? C'est l'hyphéma. Très important. Donc, on a les annexes, on a la conjonctive, on a la cornée, on a la chambre antérieure. On va passer maintenant à la pupille ou l'iris. شوفوا لهنا la pupille interne qui fait déformer. Normalement, la pupille interne تكون ronde, une pupille ronde. Ce que vous voyez là, elle est déformée. Là, il y a des synichies. C'est quoi les synichies? Ce sont des adhérences. Des adhérences, ici, on a l'iris et la capsule antérieure, parce que là, en fin de compte, on a le cristallin. Donc, ici, on a des adhérences, mais l'iris, le cristallin. Elle se voit surtout lors des uvéites, des atteintes inflammatoires. Là, on a pupille en trèfle, parce qu'on a l'aspect de trèfle. Maintenant, بعد ما شفنا l'iris ou la pupille, نعديو le cristallin. Il faut savoir que l'examen de cristallin, il doit se faire sous dilatation. On doit dilater le malade pour pouvoir examiner le cristallin. Le cristallin, لازم نشوفوه في la transparence نتاعو ونشوفوه في la position نتاعو. Comme vous voyez là, عندكم le reflet cornéen تاع la cornée وعندكم la chambre elle est là, hop,
la pupille كاين le cristallin. لهنا le cristallin, il n'est plus transparent. Quand on dit transparent, ça veut dire noirâtre. يبان لنا noirâtre. لهنا, il est blanchâtre. En fin de compte, c'est une cataracte. La cataracte, c'est l'opacification du cristallin. C'est une cataracte totale blanche. D'accord? Ce que vous voyez là, c'est une anomalie de la position. كما قلت لكم, le cristallin, vérifie la transparence, on vérifie la position. La position ici, vous voyez que le cristallin là, il est subluxé. Mais il luxé complètement parce qu'il peut se luxer. Ça veut dire il les zones ultérieures soit dans la chambre antérieure, soit dans la chambre postérieure. L'étape la luxation, c'est la subluxation. يبانوا لكم لهنا c'est pas bien apparent. Les zonules de Zinn يبانوا هنا والكريستالين مبعد على بلاصتو. قادرة تكون post traumatique كما قادرة تكون congénitale. D'accord? Maintenant, la mesure du tonus oculaire, c'est très important. Comme tu vois, c'est le tonomètre de Goldman, dit tonomètre à aplanation. Nous mettons une goutte d'anesthésie avec la fluo et puis on va appliquer le tonomètre et on va mesurer. Bon, هذه لازم تشوفوها en TD, يعني c'est pas ما تقدرش تشوفوها هكا. لازم تشوفوها en pratique. C'est pour mesurer le tonus oculaire. Le tonus oculaire, généralement, يكون inférieur à 20, d'accord? Mais لهنا كاينه des valeurs, كاينه des modifications. C'est en fonction de l'épaisseur cornéenne, en fonction de la situation pathologique. Un sujet glaucomateur, راح نلقاو التونس تاعو طالع. Un sujet qui a une plaie sclérale ولا وحده نلقاو التونس تاعو هابط, d'accord? Qui ما يكونش عندكم un tonomètre de Goldman, عندنا la méthode, une méthode juste pour de débrouillage اللي هي le palpé bidigital. Ça veut dire نقفلوا la paupière ونبالبيو donc le tonus تاع le globe oculaire par l'index et le majeur بصح avec une douceur, ماش une palpation qui est agressive. La gonioscopie, c'est l'étude de l'angle iridocornéen. نديروها بان élément, واحد l'instrument سميوه le verre à 3 miroirs. Comme vous voyez ici, c'est l'iris. على بالكم le corps, l'angle iridocornéen يجينا ما بين la cornée ou la sclère en avant et l'iris et le corps ciliaire en arrière. فهاد plusieurs éléments باه نشوفوا l'angle il est ouvert ولا il est fermé. هذه نحتاجوها surtout كي تكون عندنا une crise d'HTO كي نلقاو le tonus طالع pour savoir est-ce que c'est une crise d'une crise de glaucome par fermeture de l'angle ou elle est à angle ouvert. لهنا c'est les différents stades, d'accord, du grade 0. لهنا ما نقدروا نلقاو aucune structure bien visible. Le grade 4, c'est le grade normal. Donc, au total, on a 5 grades. D'accord? Maintenant, le fond d'œil. C'est bon. كملنا l'examen du segment antérieur. Donc, on a le segment postérieur. À savoir, on va le vitré, la rétine, avec ces différents éléments. D'accord? Là, on aura besoin de certains instruments. Soit les lentilles non contact. On a plusieurs types, Volk, plutôt Anna Volk, Anna, j'ai oublié les autres marques, mais la plus utilisée c'est la Volk avec des pouvoirs réfractifs différents. La plus utilisée c'est la 90 dioptrie. وعندكم لهنا le verre à 3 miroirs. C'est quoi la différence? الهادي non contact. معناها on va pas l'appliquer sur l'œil. راح تخلينا نشوفوا la papille, la macula, حتى la moyenne périphérique. بصح pour arriver à l'extrême périphérique, on aura besoin de ça. C'est le verre à 3 miroirs. يعطينا la moyenne périphérique. هنا كاينه un verre trapezoïde يعطينا la moyenne périphérique. Le verre carré يعطينا l'extrême périphérique. ou le verre هذا semi-lunaire نديرو به la gonioscopie اللي كنت نحكي عليها. D'accord? Donc le fond d'œil راح نلقاو فيه la papille qui est la tête du nerf optique. نلقاو la macula هذه la zone sombre. D'accord? On a les vaisseaux rétiniens. D'accord? Hadouma, c'est les veines, ils jouent sombres. Les artères, ils jouent plus clairs. D'accord? وعندكم لهنا les différents types de vaisseaux, les capillaires. Il faut savoir que la macula, لهنا كاينه une zone avasculaire, mais يوصلوهاش les vaisseaux.
où vous pouvez voir la coloration orangée اللي نشوفوها في الفond d'œil راهي ماهيش la couleur تاع la rétine, c'est la couleur de la choroïde parce que la rétine elle est transparente, donc elle va laisser la couleur de la choroïde apparaître. لهنا c'est l'angiographie, d'accord? L'angiographie à la fluorescéine, elle va nous permettre d'opacifier par la fluo qui نقول لكم نديروا la fluorescéine معناها en IV, نديروها en IV, après on fait des captures تاع le fond d'œil. لهنا c'est pour mieux étudier le fond d'œil, نحوسوا على les signes de rétinopathie diabétique, hypertensive, نحوسوا على plusieurs éléments, d'accord? Alors, ce que vous voyez là, c'est anormal. Hein. Comme vous voyez là, c'est des hémorragies, d'accord? Des hémorragies vitriennes et prérétiniennes, d'accord? Là, avec la pratique, nous allons savoir وش هو le vitrien, mais وش هو rétinien, sus-rétinien ou la sous-rétinien, d'accord? C'est avec la coupe ou avec la pratique. Comme tu vois là, des hémorragies en taches, comme vous voyez, avec des petites hémorragies punctiformes. Et ce que vous voyez là en jaune, c'est les exsudats secs. Comme tu vois, les hémorragies en taches, des hémorragies plutôt punctiformes, des micro-anévrismes, je m'excuse, des exsudats. Beaucoup plus, c'est un fond d'œil d'un sujet diabétique. D'accord? Alors là, ce que vous voyez là, c'est l'œdème papillaire. C'est un œdème papillaire. La papille, elle perd la forme sphérique avec les bornettes et tout ça. D'accord? Toulina flou avec des bords surélevés et quand vous voyez les vaisseaux ils sont tortueux. Généralement, c'est les œdèmes papillaires. Probablement, c'est un œdème de stase. عندنا également في la papille هذه la partie centrale نسميوها l'excavation. هذه l'excavation وشي أصلا la papille وشي هي c'est la convergence تاع les fibres nerveuses constituent le nerf optique. Ce que vous voyez là au centre هذه c'est l'excavation. هذه c'est la zone وين ما يعديوش les fibres optiques. Donc على قد ما تكبر توسع هذه la zone de l'excavation. D'accord? Ça veut dire qu'on a une perte en fibre visuelle, fibre optique, ou la perte du fibre optique, elle est plutôt en rapport avec la pathologie glaucomateuse, avec le glaucome, quel que soit son type. D'accord? Quand on a ces signes, ce signe, c'est l'excavation large. Là, on a toujours la pathologie glaucomateuse. Il faut savoir explorer le malade. Maintenant, on a d'autres examens paracliniques à pratiquer, notamment le champ visuel. Là, c'est le champ automatisé dit l'octopus, d'accord, statique. Et là, vous avez le champ de Goldman. Donc, c'est pour détecter la pathologie glaucomateuse, les amputations du champ, dans la pathologie hypophysaire, parce que l'hypophyse, il me donne des atteintes, les adénomes hypophysaires, il me donnent des atteintes à le champ visuel. La vision des couleurs, un élément très important, la vision des couleurs, l'axe rouge-jaune, l'axe bleu-vert, etc. L'angiographie rétinienne, comme j'ai expliqué, c'est l'injection d'un produit lié à la fluo en IV, comme vous voyez ici. Et puis, on va faire des prises dans le fond d'œil pour savoir, on a recherché des hémorragies, des exsudats, des micro-anévrismes, surtout les néovaisseaux, les rétinopathies diabétiques. Les échographies, on a deux types, l'écho A et l'écho B et l'UBM. Ou qu'il y a un autre type, l'échographie Doppler couleur, l'échographie B, le globe oculaire, comme vous voyez, le nerf optique, le cristallin, d'accord? Surtout qui compte le fond d'œil non accessible, on aura besoin de l'échographie B pour savoir rechercher des hémorragies, un décollement, etc. Comme vous voyez ici, Lena, comme vous voyez, le décollement de la rétine a décollé avec une hémorragie intravitrienne. D'accord? Ou l'écho A, elle va nous permettre de calculer les implants avant la chirurgie de cataracte. Quand vous savez la chirurgie de cataracte, le cristallin opacifié, on met en place tout implant. Pour savoir la puissance de l'implant, il compense
la chirurgie de cataracte pour compenser le cristallin اللي نحيناه. Donc on aura besoin d'une puissance تاع l'implant. D'accord? نديروها بالليكوا. هذه l'UBM c'est quoi? C'est l'ultrabiomicroscopie. Elle va nous permettre surtout l'étude de l'angle irido-cornéen. هاي la cornée, هاي la sclère, هاو l'iris ou هاو le corps ciliaire avec la pars plana ou la pars plicata. L'OCT, l'OCT c'est un examen qui est de pratique de plus en plus récent et de plus en plus sophistiqué, d'accord? L'OCT, elle va nous permettre d'avoir une coupe histologique au niveau de la rétine. Ah, il y a rétine normale. Docteur Kess vous a montré une coupe anatomique de la rétine. L'OCT, elle va nous montrer une coupe histologique in vivo. Ça veut dire où le malade on aura cette coupe histologique. C'est la coupe normale. Le vitré, la choroïde, ou كاملة منا لهنا, c'est la rétine. Ou c'est la fovéola, c'est la dépression fovéolaire. C'est le centre exact de la vision. On reçoit les images sur le PC. D'accord? La microscopie spéculaire, c'est quoi? La microscopie spéculaire, راح تعطينا une étude على l'endothélium cornéen. L'endothélium cornéen, c'est la couche la plus profonde de la cornée. La couche a un rôle très important dans le maintien de la transparence parce que fait des pompes en a plus qu'à plus. Il va nous permettre de garder la cornée تاعنا في un état d'équilibre اللي يخليها transparente. L'endothélium, c'est une monocouche fait des cellules qui sont hexagonales, d'accord? Quand la densité de ces cellules diminue, le pouvoir de maintien de transparence راح يتالتيرا, et dans ce cas-là, on pourra avoir des œdèmes cornéens ou des dystrophies cornéennes ou des atteintes cornéennes. Ça veut dire que la cornée, elle peut perdre sa transparence. Merci pour votre attention. Donc, j'arrête le partage. Alors, est-ce que vous avez des questions?